Merci beaucoup, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à remercier l'AMCAR et Sanofi de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et je reconnais certains visages, ça me fait plaisir de retrouver mes maîtres, mes collègues et des amis. Et donc, on m'a invité aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, nous néphrologues. C'est la maladie cardiaque associée à la maladie rénale chronique. Vous avez sûrement entendu parler du syndrome cardio-rénal. C'est la première fois qu'un papier a été publié dessus. C'était Claudio Ranco en 2008 et qui a vraiment bien expliqué ce syndrome cardio-rénal. Il l'a classé en 5 types, comme vous le savez. Les 2 premiers types, 1 et 2, étaient liés à la complication, c'est-à-dire le retentissement rénal de l'atteinte cardiaque aiguë ou chronique respectivement. Et le type 3 et 4, c'était plutôt le contraire, c'est-à-dire le retentissement cardiaque de l'atteinte rénale aiguë ou chronique respectivement. Et le type 5, celui qui était secondaire aux maladies de système avec atteinte rénale et cardiaque. Et donc moi, dans cette présentation, je vais surtout me focaliser sur le type 4, puisque c'est lui qui me concerne énormément, nous néphrologues, et qui est à l'origine de beaucoup de soucis pour nous. Donc, cœur et rein représente une épidémiologie alarmante, puisque déjà en termes de prévalence, vous avez ici l'étude Maremar. C'est une étude épidémiologique marocaine qui a été conduite par la Société internationale de néphrologie, l'OMS et la Société marocaine de néphrologie, avec une très bonne étude épidémiologique menée par le professeur Njari, et où on a retrouvé une prévalence de la maladie rénale chronique qui est de l'ordre de 5,1%. Vous voyez que comme vous le savez, la maladie rénale chronique est classée en 5 stades, le stade 1 étant le stade initial et le 5, c'est le stade terminal de dialyse. Et donc, Maremar a pu délimiter et vraiment présenter le nombre de patients en fonction des stades. Vous voyez qu'il s'agit d'une pyramide, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des stades, de l'évolution de la maladie, on a une diminution du nombre de patients. Ceci est dû à la mortalité cardiovasculaire qui est très élevée chez nos patients, puisque ces malades n'ont pas la possibilité tous d'arriver à la dialyse. Avant d'arriver au stade de dialyse, ils décèdent de cette mortalité cardiovasculaire. Donc effectivement, un DFG à moins de 60 ml par minute est hautement prédicteur d'une mortalité cardiovasculaire. Cela a été démontré, également de la mortalité toute cause. Et également, vous le savez, la microalbuminurie est un réel facteur de risque cardiovasculaire et associé à une morbimortalité élevée cardiovasculaire et également mortalité totale. Dans le détail, dans cette étude descriptive rétrospective canadienne qui avait recensé dans plus de 81 000 décès, les causes de décès, donc, on a retrouvé que pour les patients qui avaient, dès que le DFG était à moins de 60 ml par minute, la première cause de décès était la pathologie cardiovasculaire. Et dans le détail, ces pathologies cardiovasculaires, ces décès étaient dus essentiellement aux coronaropathies, à l'atteinte vasculaire cérébrale et à l'insuffisance cardiaque. Donc, tout ça pour dire également qu'au stade de dialyse, au stade final, il y a une mortalité qui est accrue. Regardez, elle est multipliée par 500 jusqu'à 1000 fois par rapport à la population générale. Et on dit qu'un sujet jeune de 25 ans en dialyse a autant de mortalité, de risque cardiovasculaire plutôt, qu'un sujet de la population normale âgé de 80 ans. Au stade de dialyse, cette mortalité accrue est due en premier lieu, vous le voyez là entouré en rouge, à la mort subite d'origine cardiaque. 50% des décès en dialyse sont dus à une mort subite d'origine cardiaque. Et vous voyez qu'en termes de prévalence, cette mort subite d'origine cardiaque est 50 fois plus élevée chez nos patients hémodialysés par rapport à la population générale et 5 fois plus élevée en comparant le stade 1 de la maladie rénale chronique par rapport au stade terminal. Donc, cœur et rein ont une pathogénie intriquée. Donc, du fait de la baisse du débit de filtration glomérulaire, il y a
un relargage et une accumulation des toxines urémiques, je vais en parler tout à l'heure, une hypervolémie avec une hypertension et également des troubles minéraux qui vont entraîner athérosclérose, artériosclérose et dysfonction du ventricule gauche et donc être à l'origine de décès. Et donc, dans le syndrome cardio-rénal de type 4, il y a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire qui sont incriminés aux différents stades d'évolution de la maladie rénale chronique. Au stade initial de la maladie rénale chronique, il y aura essentiellement des facteurs de risque habituels que vous connaissez, genre obésité, hypertension artérielle et diabète, qui vont être à l'origine de cette mortalité, ce risque cardiovasculaire accru. Au fur et à mesure, il y aura apparition d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment dû à cette baisse de la filtration glomérulaire qui va faire accumuler les toxines urémiques et donc augmenter cette mortalité cardiovasculaire. Tout ceci donc va être à l'origine à la fois d'une aggravation de la fonction rénale et d'une mortalité cardiovasculaire. Par rapport aux morts subites chez le dialysé, l'élément le plus important, le plus incriminé, c'est l'arythmie, qui est due à tous ces facteurs dont je viens de vous parler, donc troubles minéraux et osseux, l'urémie, l'hypervolémie et l'anémie. Mais ce qui est très important chez ces malades dialysés, c'est que les variations brutales en termes d'électrolytes, sodium et potassium au cours de la dialyse sont à l'origine de ces troubles du rythme et également les variations brutales de la pression artérielle lors des séances d'hémodialyse exposent le patient à des cardiopathies ischémiques qui peuvent être à l'origine de cette arythmie cardiaque et donc de décès d'origine cardiaque. Donc il est classique en termes de maladie rénale chronique de scinder les facteurs de risque de deux types. Les facteurs de risque cardiovasculaires habituels, traditionnels, que vous connaissez tous. Et donc, je commence par l'hypertension artérielle. Et là, je rapporte le travail de Parveen, qui est très ancien, que nous connaissons tous, néphrologue. À chaque fois, on remet cette diapo, tellement elle est très didactique. Donc, vous voyez que là, avec l'élévation des chiffres de pression artérielle, on a une augmentation de l'albuminurie, qui, je rappelle, est un facteur de risque cardiovasculaire, et également une baisse du débit de filtration glomérulaire. Et regardez la vitesse de dégradation du débit de filtration glomérulaire. Dès qu'on démarre un traitement antihypertenseur, on a certes une normalisation des chiffres tensionnels, mais également, regardez, une baisse de la protéinurie, donc de l'albuminurie, et surtout, regardez, cette vitesse de déclin du débit de filtration glomérulaire va se ralentir. Donc, je rappelle que la perte physiologique rénale du débit de filtration glomérulaire est de l'ordre de 0,5 à 1 ml par minute par an à partir de l'âge de 40 ans. Dans une néphropathie diabétique mal équilibrée, la perte du DFG peut être de l'ordre de 12 ml par minute par an. Et donc, si on n'intervient pas rapidement, le patient peut basculer rapidement en 5 ans vers la dialyse. Et donc, d'où l'intérêt du traitement et du contrôle de la pression artérielle pour retarder l'échéance de la dialyse. Fait important, c'est qu'en termes d'hypertension artérielle chez les malades rénaux chroniques, il y a cette fameuse courbe en J que vous connaissez tous. Aux chiffres les plus bas, il y a une mortalité accrue et également aux chiffres les plus hauts. Pourtant, on s'étonne que les dernières recommandations, les KDIGO, ce sont les recommandations de la Société internationale de néphrologie. Donc c'est, comme vous disiez, c'est les guidelines pour les néphrologues. Donc on s'étonne que les dernières recommandations qui datent de 2021 préconisent que pour tout malade rénal chronique, l'objectif tensionnel est inférieur à 120 mm de mercure de systolique. Et beaucoup de collègues, beaucoup d'auteurs estiment que c'est un objectif inapproprié parce qu'il a été basé sur un seul essai contrôle randomisé, c'est la fameuse étude SPRINT, que c'est un objectif qui n'est pas adapté à la majorité des malades rénaux chroniques qui sont surtout des diabétiques, des protéinuriques, à ceux âgés à moins de 50 ans, ceux qui sont sous immunosuppresseurs et ceux qui sont à un stade avancé de la maladie rénale chronique. En fait, qu'il y a des risques, si on applique cet objectif, des risques de baisse supplémentaire du débit de filtration glomérulaire, d'insuffisance rénale aiguë et de progression de la maladie rénale, en plus des risques de chute et de fracture chez le sujet âgé. Et enfin, c'est un objectif que beaucoup d'auteurs estiment difficile à atteindre. C'est pour ça que je trouve que les recommandations de l'OMS de 2021 qui viennent d'être publiées en août,
c'est-à-dire il y a, en août 2021, un objectif de systolique à moins de 130 mm de mercure dans la maladie rénale chronique est un objectif beaucoup plus approprié et beaucoup plus logique, d'autant plus que l'étude SPRINT qui s'est focalisée sur les malades rénaux chroniques a démontré qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de critères primaires et secondaires dans le traitement intensif versus traitement standard. Au contraire, il y avait un risque d'aggravation de la fonction rénale. Donc effectivement, il y a un déclin rapide du débit de filtration glomérulaire quand on baisse plus rapidement, c'est-à-dire quand on est dans le bras intensif versus standard. Je voulais faire comme remarque par rapport à cette diapositive, vous voyez que vous avez mis qu'il y a un probable effet hémodynamique initial, c'est-à-dire que quand on initie un traitement antihypertenseur chez un malade rénal chronique qui a un DFG bas, c'est-à-dire à moins de 60 ou à 40, il ne faut pas s'étonner qu'avec le traitement, que le DFG baisse davantage, c'est normal, c'est du fait de l'inhibition du système rénine-angiotensine et au contraire, c'est un élément qui est de bon pronostic à long terme. Donc, vous voyez là en rouge, j'ai encadré les recommandations des différentes sociétés savantes qui, donc, en dehors des KDIGO, préconisent tous une systolique à moins de 130 et une diastolique à moins de 80. Et bien sûr, les inhibiteurs de système rénine-angiotensine viennent en première position de toutes les thérapeutiques indiquées dans la maladie rénale chronique. Deuxième facteur de risque cardiovasculaire traditionnel, le diabète. Le diabète, c'est la première cause de la maladie rénale chronique au Maroc, suivie par l'hypertension. Et comme vous le savez, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, dès que le DFG a moins de 60, dès que la protéinurie est élevée, on a une mortalité cardiovasculaire et un risque cardiovasculaire qui s'élève. Également, vous voyez sur les différentes figures que l'hémoglobine glyquée, dès qu'elle dépasse les 6,2%, il y a un surrisque de maladie cardiovasculaire, d'insuffisance rénale chronique et d'insuffisance cardiaque. Et donc, il est clair que le traitement intensif du diabète était en faveur d'une moindre mortalité cardiovasculaire et une moindre altération de la fonction rénale. Et donc, c'est pour ça que là, ce sont les recommandations c'est-à-dire internationales, les KDIGO, les fameuses guidelines dont je vous ai parlé, qui précisent comme objectif en termes de néphropathie diabétique entre 6,5 et 8%. Ce sont des objectifs à personnaliser en fonction de l'espérance de vie du patient, des comorbidités, de l'âge, etc. Ces recommandations, comme vous le voyez ici, préconisent également en première intention de traiter ces patients par de la metformine avec des inhibiteurs des SGLT2, d'inhibiteurs SGLT2 qui ont révolutionné le pronostic des maladies rénales. On les prescrit dorénavant non pas uniquement dans la néphropathie diabétique, mais également il y a des essais qui ont été faits chez des malades qui étaient néphropathes sans diabète, donc, comme par exemple dans la néphropathie à IgA, et qui ont démontré un intérêt en termes de régression de la maladie rénale. Bien sûr, le traitement par l'inhibition du système rénine-angiotensine reste de mise, et, parce qu'il a un effet à la fois antihypertenseur et un effet antiprotéinurique. D'ailleurs, les néphropathies, on a plein de néphropathies, de glomérulopathies qu'on hospitalise au service, qui sont biopsiées, qu'on n'arrive pas à traiter par immunosuppresseurs et qu'on met également sous inhibiteurs du système rénine-angiotensine uniquement pour l'effet antiprotéinurique, c'est-à-dire sans viser la baisse de la pression artérielle. Bien sûr, il faut monitorer de très près la créatinine après l'ajout d'un inhibiteur du système rénine-angiotensine. On ne tolère pas au-delà de 20-30% de l'augmentation de la créatinine et également faire très attention à la kaliémie, surtout chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique modérée à sévère. Il y a un grand risque d'hyperkaliémie. Troisième facteur de risque cardiovasculaire traditionnel, les dyslipidémies. Ce sont les recommandations de 2019 européennes sur le traitement des dyslipidémies et on voit clairement que dans la stratification du risque cardiovasculaire, dès que vous avez un DFG à moins de 60, le malade est classé à haut risque cardiovasculaire. Et quand il est à moins de 30, il est classé à très haut risque cardiovasculaire.
Ces variations, ces anomalies lipidiques, en fait, chez nos malades rénaux chroniques, vont différer selon le type de la maladie et l'évolution et le type d'épuration extra-rénale. Je m'explique. Par exemple, vous avez des patients malades rénaux chroniques qui sont hospitalisés ou suivis pour un syndrome néphrotique. Et donc, dans ces syndromes néphrotiques, on trouve une hypercholestérolémie, donc une hypercholestérolémie qui est surtout avec du LDL cholestérol qui est très élevé et également des hypertriglycéridémies associées. Par contre, dans les autres, notamment la maladie rénale chronique, on n'a pas nécessairement une élévation du cholestérol total. On verra qu'il s'agit surtout de modifications structurelles des lipides. Et donc, le syndrome néphrotique n'aura même pas le même profil lipidique que les patients en dialyse ou les patients en dialyse péritonéale. Particularité, regardez en transplantation, le malade recouvre une fonction rénale normale et donc il retrouve un profil lipidique équivalent à celui de la population générale ou au syndrome néphrotique. Dans la maladie rénale chronique, ces dyslipidémies sont dues à plusieurs mécanismes, à une modification du LDL cholestérol, à une dysfonction du HDL cholestérol, à une altération du catabolisme des triglycérides, avec implication de la dysbiose intestinale et également l'implication de la LP petit a. Dans cette étude de cohorte canadienne, avec un suivi moyen de 48 mois qui a évalué le hazard ratio de survenue d'infarctus du myocarde. Vous voyez clairement, je pense que les diapos sont trop clairs pour qu'on voit, mais le constat, c'est que au-delà de 60 de DFG, il existe cette relation linéaire entre le hazard ratio d'infarctus du myocarde et le taux de LDL cholestérol. C'est-à-dire qu'au-delà de 60 de DFG, les malades rénaux chroniques sont considérés en le même risque que la population générale. Mais une fois que vous êtes en dessous de 60, regardez, cette relation linéaire stricte n'existe plus. C'est pour ça que l'intérêt des statines diminue au fur et à mesure de l'évolution de la maladie rénale chronique. Ça ne sert à rien de les prescrire, c'est-à-dire par exemple au stade de dialyse ou à un stade avancé de maladie rénale chronique. Et donc c'est pour ça que les différentes recommandations préconisent, surtout au stade de dialyse, de ne pas prescrire de statines. Nos malades dialysés, et plusieurs études l'ont démontré, ne bénéficient pas du tout de l'efficacité des statines. Je parle des dialysés. Et donc c'est pour ça que les recommandations préconisent de ne pas initier ce traitement chez les malades dialysés, mais s'ils sont déjà c'est-à-dire sous statine avant le stade de dialyse, là, ils peuvent le poursuivre. Dans le syndrome néphrotique, même si je vous en ai parlé, il y a des hypercholestérolémies majeures. Généralement, on ne traite pas les dyslipidémies, sauf quand c'est des syndromes néphrotiques qui ne rentrent pas en rémission dans les 4-6 mois. Au-delà de ces 6 mois, on peut proposer des statines dans les syndromes néphrotiques. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a une adaptation posologique de toutes les statines en fonction du débit de filtration glomérulaire. Donc, je vous ai parlé des facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels que vous connaissez tous, et puis il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non traditionnels. Ils sont spécifiques à la maladie rénale chronique, et donc ils sont nombreux, les troubles minéraux et osseux, les calcifications vasculaires, les toxines urémiques, le stress oxydatif, et je vais en détailler quelques-uns. Il faut savoir que ces facteurs de risque cardiovasculaire non traditionnels vont être mis en jeu aux différents stades de la maladie rénale chronique, soit par le biais d'une protéinurie pathologique quand on est au-delà de 60 de DFG, soit par le biais de l'accumulation des toxines urémiques quand le patient est à moins de 60 de DFG, ce qui définit l'insuffisance rénale chronique. On a des troubles, d'abord, premier facteur de risque cardiovasculaire non traditionnel sont les troubles minéraux et osseux. Et donc, également, il y a des recommandations qui ont été faites par rapport à cette pathologie du dialysé, du malade rénal chronique. Ce sont des perturbations du métabolisme minéral et osseux secondaires à la maladie rénale et qui peut se manifester soit par des anomalies biologiques, soit par des anomalies osseuses, genre des tumeurs brunes ou bien des déformations osseuses, soit carrément par des calcifications vasculaires ou des tissus mous. Et dans cette physiopathologie, elle est un peu complexe, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le premier déclencheur sur le plan physiopathologique de ces troubles minéraux-osseux, c'est la rétention du phosphate au niveau rénal. Du fait
de la baisse du débit de filtration glomérulaire, il y a une rétention de phosphate au niveau rénal, et donc c'est ce qui va déclencher toute la cascade qui va suivre. Il va y avoir une inhibition de la alpha-hydroxylase qui est normalement rénale, et donc une baisse du calcitriol qui va avoir ses répercussions, une hyperphosphatémie, et en parallèle, cette baisse du calcitriol va être à l'origine de la libération accrue du facteur FGF23 au niveau osseux, et tous ces éléments-là vont concourir à avoir toutes ces manifestations liées à l'hyperparathyroïdie secondaire et vont même entraîner, comme je vais vous l'expliquer, des calcifications vasculaires et des hypertrophies ventriculaires gauche. Et regardez sur le deuxième schéma, ces manifestations, c'est-à-dire ces variations, commencent dès les premiers stades de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire avant que le patient soit étiqueté insuffisant rénal chronique. Je précise qu'on parle d'insuffisance rénale chronique à moins de 60 de DFG, donc déjà à 90, à 80, ces troubles commencent. Les calcifications vasculaires sont dues donc à tous ces mécanismes dont je viens de vous parler, l'hyperphosphatémie, l'hyperparathyroïdie, et donc associés à des phénomènes d'acidose, de malnutrition et d'inflammation qui existent chez nos malades, et en plus avec la réduction des inhibiteurs circulants des calcifications, tout ça va concourir et favoriser la formation de calcifications vasculaires. À gauche, vous voyez l'athérosclérose, c'est la plaque d'athérome typique. Chez le dialysé, en plus de cette lésion d'athérosclérose, on a des lésions d'artériosclérose, c'est-à-dire que c'est la média qui va se calcifier, et donc on aura à la fois des lésions d'athéro et d'artériosclérose chez nos dialysés. Et donc on peut les voir à des stades avancés quand ce n'est pas pris en charge précocement. Sur des simples radios, des AUSP ou des radios de fémur, on va pouvoir suivre, vous le voyez sur cette image-là, suivre les vaisseaux, tellement ils sont calcifiés, des calcifications de l'aorte abdominale et même des lésions de calciphylaxie qui sont de très mauvais pronostics. Ces troubles minéraux et osseux ont également des répercussions cardiaques, puisque en plus des calcifications, le FGF23 dont je vous ai parlé, et donc qui est libéré excessivement par l'os, va entraîner une hypertrophie ventriculaire gauche et donc entraîner une cardiomyopathie qui, associée aux autres pathologies, va être à l'origine du décès d'origine cardiaque. Voilà, donc ça a été démontré que le FGF23 était un facteur de risque indépendant d'insuffisance cardiaque décompensée et de décès. Et également, le phosphore, c'est un facteur de risque avéré de mortalité toute cause et de mortalité cardiovasculaire. Alors, en termes d'objectifs, le phosphore, puisque c'est le premier incriminé, alors on a des objectifs, il faut aller dans les limites du laboratoire, c'est-à-dire que les patients malades rénaux chroniques doivent avoir comme valeur entre 25 et 45, pas plus. Et la parathormone, comme valeur objective, il ne faut pas dépasser 9 fois la valeur supérieure du laboratoire. Donc finalement, pour prendre en charge ces troubles minéraux et osseux, il faut d'abord corriger l'hypocalcémie par des apports, parce que l'hypocalcémie stimule la parathyroïde, et donc il est préconisé d'atteindre des objectifs de 85-95 de calcémie en cédant de sel de calcium sans dépasser 2 grammes par jour, de traiter l'hyperphosphatémie dès le stade 3 de la maladie rénale chronique. On a vu que les perturbations sont précoces. D'utiliser pour traiter l'hyperphosphatémie, d'abord la première condition et la première des choses, c'est d'imposer aux patients un régime pauvre en phosphore. Et là, j'insiste, nos malades prennent beaucoup de conserves et les conserves sont très riches en phosphore. Donc déjà, quand on leur bannit les conserves, on baisse l'apport en phosphore. Les chélateurs du phosphore, notamment le sévélamère qui va les chélater au niveau intestinal. On donne aussi de l'alpha-calcidol pour avoir un effet inhibiteur sur la parathormone. Et puis, au stade de dialyse, on peut indiquer des séances de dialyse, mais pour éliminer le maximum de phosphore, vu que le patient n'urine pas, il faut faire des séances de dialyse beaucoup plus longues pour épurer au maximum ce phosphore. Les calcimimétiques, notamment le Sinacal 7, qui peut aider également à baisser la parathormone. Et dans les cas extrêmes, ou en cas de faible moyen,
on peut proposer une parathyroïdectomie subtotale qui va nous aider à lutter contre cette hyperparathyroïdie. Autre facteur de risque cardiovasculaire non traditionnel, les toxines urémiques qui vont augmenter avec le déclin de la fonction rénale et qui ont un effet néfaste sur le système cardiovasculaire, notamment sur les cellules myocardiques et la fonction endothéliale. Ils compromettent également la réponse immune et vont déclencher des phénomènes pro-inflammatoires et de l'athérosclérose. La liste de toxines urémiques est très longue et la classification tient compte de plusieurs paramètres, du poids moléculaire, de la solubilité dans l'eau, et j'en citerai deux particulièrement. Le pécrésol. Alors, pécrésol et indoxylsulfate proviennent de deux acides aminés qui sont absorbés en excès quand on est en dysbiose intestinale. Ils sont absorbés en excès, métabolisés au niveau du foie et ils passent dans la circulation. Et une fois dans la circulation, ils vont s'accumuler. Ils sont d'abord difficiles à éliminer par le rein, surtout au stade terminal, et ils vont être à l'origine d'une mortalité cardiovasculaire et d'une activité pro-oxydative et pro-inflammatoire. Alors, ces toxines urémiques vont entraîner à la fois une dysfonction endothéliale par le biais de l'expression de facteurs pro-inflammatoires, d'altération du glycocalyx, et également, ils vont agir sur le rein, et donc la maladie rénale chronique va progresser par le biais surtout de la stimulation du système rénine-angiotensine, et au niveau cardiaque, on aura une réponse profibrotique, pro-inflammatoire avec des arythmies et des dommages mitochondriaux. Enfin, la dysfonction endothéliale, elle est responsable de l'athérosclérose, elle contribue à la mortalité et aux événements cardiovasculaires également. Et là, il faut noter le rôle protecteur qui a récemment été démontré des glyphosines contre cette dysfonction endothéliale qui est incriminée. Alors, il existe d'autres facteurs de risque cardiovasculaire en association, c'est-à-dire non traditionnels, et je citerai particulièrement l'anémie. Quand les patients anémiques ont un risque accru de mortalité cardiovasculaire, et c'est une pathologie qui est fréquente chez nos malades rénaux chroniques. Alors c'est pour ça qu'on a comme objectif 10-12 d'hémoglobine, pas plus, surtout chez les dialysés, parce qu'on a peur, on a la hantise des thromboses, des accès vasculaires et de l'impossibilité de dialyser ces patients. Alors les objectifs en ferritine sont beaucoup plus élevés que la population générale, c'est au-delà de 500, et pour cela on use de plusieurs moyens, voie orale, voie intraveineuse, du fer intraveineux et des érythropoïétines qu'on prescrit. Corriger l'hyperuricémie, j'ai mis un point d'interrogation parce que nous, néphrologues, on ne corrige pas l'hyperuricémie. On considère que c'est un déchet azoté comme la créatinine et l'urée. Donc, on ne corrige jamais l'hyperuricémie chez un malade rénal chronique, sauf s'il a une manifestation articulaire à type de goutte. Mais en dehors de cette situation, on ne traite pas sur des chiffres. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de cas de DRESS syndrome, avec des cas vraiment mortels. Il y a eu même des collègues qui ont été poursuivis en justice du fait de la prescription d'allopurinol chez des malades rénaux chroniques. Enfin, je termine par quelles autres mesures pour préserver la vie de nos patients. C'est de référer à temps les malades au néphrologue quand il y a lieu de le référer. Et là, c'est une étude qui a été faite à l'échelle de Casablanca. Les cardiologues viennent en première position, ils nous confient leurs malades dès qu'il y a une maladie rénale chronique ou un début de MRC. Enfin, je termine par cette diapo. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie inverse chez les hémodialysés. Chez les hémodialysés, il y a ce qu'on appelle l'épidémiologie inverse. Je m'explique, les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels sont protecteurs chez les malades rénaux chroniques. C'est-à-dire que l'obésité, plus un malade dialysé est obèse, meilleure sera sa survie. Plus son cholestérol sera élevé, meilleure sera sa survie. Je parle des dialysés. Pourquoi ? Parce que ce sont des malades qui n'ont pas le temps de décéder des répercussions à long terme de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Ils décèdent d'autres choses plus précocement, la malnutrition et l'inflammation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie inverse chez ces malades dialysés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Selma, pour cette brillante présentation. Donc, il y a pas mal de questions pour toi. Tu es prête ? Oui, bien sûr. Je suis là pour ça. Oui, alors, parmi les questions,
La protéinurie orthostatique du sujet jeune, l'angéline. Oui. Qu'est-ce que tu en penses comme facteur de La risque? protéinurie orthostatique, c'est une entité qui peut se voir, mais qui n'est pas prédictrice de complications rénales à long terme. On ne la traite pas, on la surveille et c'est tout. Donc c'est décrit, mais on ne la traite pas. Mais c'est un malade à surveiller. Généralement, dès qu'il dépasse la phase d'adolescence, tout rentre dans l'ordre. Une autre question aussi qui est très pertinente, et surtout les cardiologues, concernant les statines. Oui. Parce que nous, on aime bien les statines. Et quelles statines vous préconisez en tant que néphrologue pour les patients? Toutes les statines sont préconisées. D'ailleurs, j'ai mis dans ma présentation une adaptation posologique en fonction du débit de filtration glomérulaire. Donc, on prescrit tout. La seule consigne, c'est de ne pas initier la statine chez un patient qui a une maladie rénale chronique à un stade avancé aux dialyses. S'il est déjà sous statine, on la prescrit pour une pathologie, c'est-à-dire quand vous la prescrivez cardiologue. Mais initié parce qu'on a trouvé des chiffres de cholestérol total ou autres élevés, non. J'avais la notion que c'est la rosuvastatine qui était contre-indiquée chez les insuffisants rénaux et pour le reste... J'avais dans l'idée que c'est la rosuva qui était contre-indiquée chez les insuffisants rénaux et pour le reste, il n'y a pas de problème. Certaines équipes la prescrivent quand même, mais c'est vrai que nous, à l'échelle, moi par exemple, je ne veux pas faire mais j'ai tendance à prescrire de la simvastatine qui est beaucoup plus facile à prescrire, pas la rosuvate, effectivement. Alors une question pour les malades insuffisants cardiaques avec insuffisance rénale hémodialysée. Est-ce qu'il est préférable de donner en cas d'anémie du fer injectable plutôt parce qu'il est plus efficace et c'est les recommandations? Est-ce qu'on doit atteindre le seuil que vous avez dit ou nous les cardiologues on se contente de 200, 300? Écoutez, s'il est en insuffisance rénale à un stade, vous parlez des hémodialysés? Oui, la hémodialysée, il faut atteindre 500 d'objectifs. Donc voie injectable. Par voie injectable, on y arrive rapidement, soit en une injection par semaine, soit 2 injections, parfois même on donne une double dose d'un seul coup. La première fois, on y va un peu, c'est-à-dire pour une première prescription, on fait très attention aux risques allergiques, mais sinon on y va à des fois double dose jusqu'à atteindre l'objectif préconisé. Alors les glyphosines, DFG, limite. Pardon? Pour les glyphosines. Oui, les inhibiteurs de SGLT2. Alors, les glyphosines, 30 pour les recommandations internationales, tout à fait. Merci. Voilà. Même Sauf 20, qu'il y a d'autres études. Il y a même l'étude 20. d'Apasi-Keidi Voilà, qui c'est est 20. partie plus bas, mais ils n'ont pas encore l'AMM pour ça. Mais... Pardon? Oui. Oui, 30 c'est la limite, mais la Dapasi-Keidi pour le nom commercial, c'est l'empagliflozine. Je pense qu'ils sont la partie plus bas encore, c'est le Dapasi-Keidi, oui, tout à fait. Une question qui se répète, vous avez dit qu'on ne prescrit pas de statine chez les insuffisants rénaux au stade pré-terminal et les cardiologues là, ils sont remontés. Que faire chez les patients coronariens? On ne prescrit pas de statine non plus? Non, ce que je veux dire, c'est que un patient au stade d'insuffisance rénale chronique terminale, coronarien, qui vous a fait un problème cardiaque, un syndrome, un segment ST ou autre, un syndrome coronarien aigu, vous pouvez la prescrire. Mais la prescrire sur une anomalie biologique, non. C'est pour ça qu'on a pas mal de malades qui arrivent au stade de dialyse qui sont déjà sous statine. On ne l'arrête pas pour autant. Mais la démarrer au stade de dialyse, non. S'il vous plaît, pour une microalbuminurie excessive avec une tension qui est à 120 sur 80, comment lutter contre cette microalbuminurie et l'améliorer? Vous parlez d'un patient diabétique? Diabétique, hypertendu, équilibré, mais sans atteindre le maximum du blocage du système rénal-angiotensien-aldostérone. C'est-à-dire que vous avez une normotension, mais vous avez une microalbuminurie. Une microalbuminurie qui est excessive. Qui est là. Ouais. Ben, il faut traiter, on inhibe le système rénine-angiotensine. On commence par de petites doses. Et tant que le patient le tolère, on le prescrit. D'accord. On le prescrit, nous, habituellement, même du 2,5 de ramipril ou de perindopril. C'est des prescriptions mais si fréquentes. ça ne s'améliore pas, il n'y a pas d'autre remède, c'est-à-dire en dehors de ce blocage du système rénal-angiotensien-aldostérone. Ben, si c'est un diabétique, vous allez donner des glyphosines, ça va donner de bons résultats.
Et puis, rien d'autre. Pardon? Alors, les anti-aldostérones, effectivement, ils ont prouvé un effet, mais ils sont contre-indiqués à moins de 30 de DFG, avec cause du risque d'hyperkaliémie. Merci beaucoup, professeur El Khiyat. Merci à toute l'audience qui est restée jusqu'à cette heure-ci. Donc, la session est bien terminée et à demain, Inch'Allah.